Bonjour et bienvenue dans ce nouvel IFG Live consacré aujourd'hui à la géopolitique et plus précisément à la politique américaine suite à l'élection de Donald Trump en novembre dernier. Alors aujourd'hui, on accueille le professeur Philippe de Sertine. Bonjour professeur, bonjour cher Philippe. Bonjour, cher Jean, et bonjour à tous. Alors, vous êtes directeur de l'Institut de haute finance, l'IFI, qui est un institut qui dépend de l'IFG Executive Education. Vous êtes également professeur des universités à l'IAE de Paris, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur fondateur de la chaire Finagri, le financement de l'investissement dans l'agriculture, qui est un véritable observatoire scientifique des émissions de finances vertes et soutenables. Vous avez été membre du Haut Conseil des finances publiques, au programme. Depuis juillet 2022, vous êtes également président du comité 21. On rappelle que c'est le comité français pour l'environnement et le développement durable et qui vise à accompagner un petit peu les organisations dans la mise en place du développement durable. Alors, vous êtes également auteur de nombreux ouvrages et essais, notamment en 2021, j'avais très apprécié votre livre sur le grand basculement aux éditions Lafon. Et puis, vous pilotez également de nombreuses parutions liées à la finance mondiale, notamment avec différentes équipes en collectif, notamment l'équipe du Cercle Turgot. Alors, à ce sujet, vous avez un nouveau livre, vous m'avez dit, qui, avant l'été, je crois, va paraître. Et il va s'intituler « Les valeurs ont changé ». Alors, vous en parlerez certainement en avant-première pour nos internautes qui nous écoutent là, lors de votre intervention dans 2 minutes. Alors, vous êtes surtout, bien sûr, très sollicité. Les gens vous connaissent aussi au travers des différents médias. Vous étiez sur France Info samedi dernier. Hier soir, dans l'émission C'est dans l'air. On vous voit souvent dans cette émission, d'ailleurs, avec grand intérêt. Et vous étiez interrogé notamment sur la politique américaine suite à l'élection de Donald Trump et les impacts attendus, notamment en France, en Europe, mais également sur tous les continents. Et je dirais notamment sur le continent africain, puisque nous saluons nos amis internautes qui sont basés en Afrique, qui sont très nombreux et connectés comme d'habitude pour vous écouter sur cette thématique. Alors, pour lancer votre intervention, j'ai repris quelques mots de France Info, justement, qui s'interrogeait récemment sur les premières mesures de Donald Trump, avec une question qui était posée, quelles conséquences pour les États-Unis et le reste du monde? Alors, c'est vrai qu'en quelques jours, le nouveau président américain a imprimé sa marque pour rendre encore plus sa grandeur à l'Amérique, Make America Great Again, comme il est dit. La méthode et les actions pour y parvenir peuvent séduire, braquer ou interroger, disait France Info. On peut citer la lutte contre l'immigration illégale, le retrait des accords de Paris, le retrait de l'OMS, les impacts à Gaza, en Ukraine, les menaces d'une guerre commerciale, aujourd'hui avec la Chine, demain l'Europe. Donc des positions aux multiples répercussions dans le monde entier et qui suscitent, cher Philippe, de nombreuses interrogations. Alors vous allez certainement nous en dire plus lors de cette intervention et notamment l'impact sur les entreprises, puisque nous avons au sein de l'Institut français de gestion et de l'IFI de nombreux chefs d'entreprise, directeurs généraux, directeurs financiers qui se posent certainement des questions et qui vous poseront certainement des questions à l'issue de votre intervention, qui durera à peu près 30-35 minutes, et puis ensuite, on se réservera un petit temps de réponse aux questions que voudront bien nous poser nos amis internautes. Voilà, cher Philippe, eh bien, je vais vous laisser la parole pour cette intervention tant attendue. Il y a énormément de monde qui vous écoute. On attend avec impatience votre vision du monde de demain, tout simplement. Merci Jean, merci beaucoup. Merci, peut-être, je ne sais pas si Jean, vous pouvez couper votre micro parce que je crois que ça fait un écho quand je vous entends. Donc, merci beaucoup. Oui, évidemment, ravi de vous retrouver toutes et tous. Donc d'ailleurs, au passage, c'est vrai que beaucoup d'éléments que je vais développer aujourd'hui sur les États-Unis sont associés au fait que nous avons beaucoup de liens avec les États-Unis. Pendant de nombreuses années, avec l'Institut de finance, j'ai organisé des sessions de conférences à New York avec de multiples conférenciers extrêmement prestigieux, évidemment, qui sont toujours des contacts que nous avons,
d'anciens secrétaires d'État. Alors ça, c'était pas avec l'Institut de haute finance, mais j'avais eu l'occasion de rencontrer des anciens présidents américains. Et donc, effectivement, des informations qui permettent, on va dire, d'avancer un certain nombre d'éléments par rapport à cette élection et à son démarrage, on va dire, au démarrage du second mandat de Donald Trump. Vous savez qu'en français, si on dit second, ça veut dire que normalement, il n'y a pas de troisième, et ce qui normalement aussi est le cas. Là, hein. Donc, ça n'est pas 2 mandats consécutifs, ce qui est très très rare dans l'histoire américaine, mais 2 mandats, je dirais, non successifs, ce qui est déjà une originalité extraordinaire, mais qui va nous amener aussi à nous interroger sur la manière dont l'élection de Donald Trump va avoir un impact très important sur l'économie mondiale, sur l'économie européenne, sur l'économie française et donc sur les organisations qui peuvent être concernées en France ou notamment en Afrique, puisque vous l'avez évoqué, Jean. Je sais que parmi nos auditeurs, nous avons beaucoup de nos amis africains. J'étais la semaine dernière dans le séminaire international à Paris que nous organisons pour l'Institut de haute finance online et où on faisait le point justement sur un certain nombre d'évolutions de la finance importantes. Et je sais que dans les discussions que nous avions, peut-être certains des participants sont aujourd'hui parmi nous, il y avait beaucoup de perspectives très pratiques et très opérationnelles qu'envisageaient, je dirais, un certain nombre de personnes en charge de fonctions importantes et qui étaient participants à ce séminaire. J'ajoute aussi évidemment que sur une durée aussi courte, je ne vais pas pouvoir avoir une vision globale de toute la géostratégie impliquée par l'élection de Donald Trump, en particulier sur la question asiatique, sur la Chine que je connais très bien également, sur l'Afrique par exemple, de point de vue très concret, sur l'Europe, sur la guerre en Ukraine. Je rappelle peut-être que, cher Jean, nous organisons avec l'Institut de haute finance un certain nombre de certificats qui d'ailleurs, entre parenthèses, vont aussi avoir écho avec un certain nombre de points que je vais développer. Donc, parmi les certificats importants, la question de la finance verte, la question de CSRD, c'est-à-dire de la normalisation européenne par rapport à l'évolution de ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi nous organisons un séminaire de 2 jours sur la géopolitique et la finance et l'économie, donc avec évidemment ma participation, mais aussi d'autres très grands experts très connus pour faire le point justement sur la manière dont on peut se projeter, y compris d'ailleurs, c'est une région que je n'ai pas évoquée, mais qui fait partie des régions que nous regardons de façon attentive, y compris avec le Proche-Orient. Alors peut-être pour démarrer vraiment de manière plus concrète la problématique Donald Trump. Alors c'est vrai qu'évidemment je vais pouvoir aller un peu plus loin que ce que j'évoque dans les médias, c'est un peu le but aussi dans ces rencontres, c'est que dans les médias on est forcément en recul et forcément un tout petit peu superficiel, on peut approfondir davantage et être aussi peut-être plus technique et donc plus opérationnel dans des rendez-vous comme celui que nous avons aujourd'hui ou que nous avons lors de nos certificats. L'idée peut-être par laquelle je voudrais commencer, que j'évoquais d'ailleurs à la télévision hier, c'était, et d'ailleurs sur France Info dimanche ou samedi quand j'ai été interviewé, c'est évidemment ce que tout communicant normalement essaierait d'éviter, les 2 mots a évoqué Donald Trump dans son discours d'intronisation, donc c'était des mots importants qui ont été entendus par le monde entier. Nous allons arrêter le déclin américain. Je disais, tout communicant vous dirait que surtout, ce sont des choses qu'il ne faut absolument pas dire. D'ailleurs, si vous regardez bien, normalement, Trump était sans arrêt sur une communication positive. Nous allons rendre l'Amérique encore plus forte, nous allons développer ces croissances formidables. Là, dire que l'on va stopper le déclin américain, c'est clair, c'est aussi évidemment l'aveu que les États-Unis sont en déclin. Et je crois que ça, cet aspect-là, on doit absolument l'avoir à l'esprit, parce que ça n'est pas simplement, on va dire, une expression malheureuse qu'aurait pu avoir Donald Trump, c'est une réalité que nous allons peut-être évoquer à plusieurs reprises dans cette petite conférence. C'est une réalité avec des indicateurs très précis, très clairs qu'il démontre. Peut-être un indicateur sur lequel je ne reviendrai pas complètement, même si en fait, de façon indirecte, il va avoir des répercussions. C'est l'espérance de vie des États-Unis qui a tendance à diminuer. On sait que Donald Trump, comme tous les politiques américains, sont extrêmement inquiets par la montée des consommations des opiacés aux États-Unis, donc qui entraîne, je dirais, un recul dans l'espérance de vie. C'est quelque chose de très important, par exemple, que nous ne connaissons pas en Europe.
avec effectivement problématique démographique qui là pour le coup se rencontre dans tous les pays riches et qui évidemment pose la question dans un pays qui est au plein emploi, qui est même plus qu'au plein emploi, on va dire, puisque on a eu des taux d'emploi qui restaient identiques, parce que les statistiques, finalement, regardaient le montant officiel des personnes au travail, alors qu'on avait des augmentations du nombre de personnes au travail, ce qui voulait dire en fait que depuis plusieurs années, les États-Unis sont en telle demande de recherche de talent ou simplement de main-d'œuvre, que on est obligé d'aller chercher des gens qui sont sortis des statistiques, c'est-à-dire qui n'étaient même plus au chômage, qui n'apparaissaient même plus dans la population au travail, et qui souvent, évidemment, vivaient et survivaient par des petits boulots ou par du trafic ou par des activités qui n'étaient pas forcément licites, en tout cas, de toute façon, non déclarées et non soumises à l'impôt. Donc, on a eu une telle situation de déficit de main-d'œuvre que finalement les organisations américaines ont été chercher très très loin la main-d'œuvre, y compris, répétons-le, vis-à-vis de personnes qui étaient sorties complètement des statistiques ou parfois d'ailleurs qui n'étaient pas rentrées, puisqu'on voit que dans la question d'expulsion des migrants, on a un certain nombre de personnes qui sont renvoyées, et avec des accords avec des pays d'Amérique latine qui ont été passés, notamment avec la Colombie, il y a quelques heures, je pourrais dire, qui ont été passés pour renvoyer des personnes en situation illégale, mais en emploi légal, hein, c'est-à-dire qui étaient revenus dans les statistiques du travail. Entre parenthèses, les statistiques américaines sont peut-être parfois plus sujettes à caution que celles qu'on peut avoir en Europe, par exemple. Donc, ces personnes étaient au travail, bien qu'en situation illégale. On y reviendra un tout petit peu parce que la faiblesse de la population américaine, situation de plein emploi, donc pas de réserve de main-d'œuvre, signifie évidemment que d'une part, les perspectives de croissance supplémentaire, par exemple de relocalisation d'entreprises dans l'univers américain, posent immédiatement le problème de la main-d'œuvre disponible. Et donc ce problème, il est clairement un problème insoluble. Il n'y a pas de main-d'œuvre supplémentaire disponible. On est dans une situation très tendue de plein emploi. Donc on va dire des relocalisations possibles se heurteront à cette question, à moins bien sûr, ce qui est évidemment une option importante, d'utiliser au maximum la robotisation, première chose. Deuxième point, la politique de Donald Trump, on va dire réclamée par son aile droite ou ultra-droite, qui est cette politique d'expulsion des travailleurs étrangers ou d'interdiction des migrants, pose également un problème majeur de ressources humaines, puisque là, de ce point de vue, ça veut dire que les États-Unis, non seulement n'ont pas de réserve de main-d'œuvre, mais vont perdre une partie de leur main-d'œuvre qui n'était pas forcément entrée dans des conditions légales, mais qui était largement employée dans un très grand nombre de secteurs d'activité, y compris parfois d'ailleurs avec des compétences qui étaient des compétences assez élevées. Donc on peut avoir là, de ce point de vue, un effet important. Donc, quand on parle du déclin américain, le déclin sur la démographie est évidemment le plus sensible, mais sa composante économique et la composante économique des premières mesures de Donald Trump, elle est non négligeable. Elle se traduit dans ce cas précis par une logique, on va dire presque fatale, inflationniste. Inflationniste non pas par une augmentation des prix directement, mais par une augmentation des coûts de main-d'œuvre. Et donc là, par exemple, le secrétaire d'État au Trésor américain, qui a pris position récemment en disant « mais non, les mesures, et je vais y revenir sur les mesures de protection douanière, ne sont pas des vraies mesures inflationnistes parce qu'elles n'impliquent pas une création monétaire », ça n'est pas vrai lorsqu'on est en train d'évoquer la problématique de la main-d'œuvre, qui signifie une augmentation des salaires du fait de la pénurie et du fait que les entreprises vont être de plus en plus en concurrence pour récupérer les talents et la main-d'œuvre en général, et qu'évidemment, quand vous êtes en situation de concurrence, la logique est l'augmentation des prix, l'augmentation des salaires, et donc évidemment une augmentation des coûts, donc un processus par nature inflationniste dont la Banque centrale américaine, la Fed, a déjà fait état en disant que on a un risque de tension inflationniste strictement sur cet élément que je viens d'évoquer, qui est cette question de la politique migratoire et donc de la problématique démographique américaine, qui est une problématique centrale, comme d'ailleurs dans beaucoup d'États occidentaux, je dirais même dans beaucoup d'États du monde.
On retrouve évidemment cette problématique au Japon, on la retrouve même en Corée, on la retrouve en Chine aujourd'hui. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui doit être pris en compte par rapport aux tensions à court terme qui pourront se produire. Nous y reviendrons tout à l'heure en fin de conférence pour évoquer notamment la problématique des taux, donc la problématique des changes, c'est-à-dire un certain nombre de questions très importantes pour tous les financiers qui m'écoutent et qui sont en essayant de se projeter sur les conditions générales dans lesquelles ils évolueront dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire dans les années qui viennent. Deuxième dimension du déclin américain. Et c'est probablement là aussi quelque chose qui est structurel, connu depuis longtemps, et néanmoins très important, c'est les twin déficits, ce qu'on appelle le twin déficit, les déficits jumeaux, qui sont considérés toujours par les économistes, que l'on vous présenterait si vous étiez en cours à l'Institut de haute finance comme étant l'élément à surveiller de très près, le déficit à la fois des finances publiques, donc un déficit très élevé aux États-Unis. En clair, ça signifie que les impôts qui rentrent ne suffisent pas à assumer les dépenses publiques, que ce soit les dépenses de fonctionnement ou les dépenses d'investissement. Quand on pense investissement, on pense à la nécessité d'un investissement massif aux États-Unis. On se souvient que dès le premier mandat de Trump, l'estimation de la remise à niveau d'équipements publics de type pont, autoroute, métro, etc., était évaluée à plus de 1000, voire 2000 milliards de dollars. Et les plans qui avaient été débutés n'ont pas réellement porté leurs fruits, et nous avons toujours un retard énorme dans l'investissement américain, donc évidemment il doit être couvert par l'impôt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, auquel il faut ajouter un investissement extrêmement fort prévu dans la période qui vient, et d'ailleurs renforcé par les dernières déclarations de Donald Trump, qui est un investissement militaire. Donc, l'État fédéral, comme les différents États américains, sont confrontés à une situation de déficit chronique extrêmement inquiétante, puisque ce déficit, normalement, devrait augmenter considérablement, associé à un besoin de, évidemment, faire face aux dépenses, et aux dépenses de fonctionnement habituelles, auxquelles s'ajoutent des dépenses d'investissement massif en infrastructure, investissement militaire, qui pose évidemment un énorme problème quand on est avec ce déficit, qui oblige bien sûr à un endettement, avec un endettement considéré aujourd'hui lui aussi comme devenant véritablement inquiétant, au point d'ailleurs qu'il suscite à plusieurs reprises des discussions au Congrès, qui sont souvent des discussions extrêmement tendues, y compris d'ailleurs avec ce qui est aujourd'hui la majorité républicaine, très très opposée à un endettement croissant, alors que c'est objectivement la situation dans laquelle nous sommes. Rajoutons bien sûr à l'investissement que nous venons d'évoquer, le fait que les États-Unis, jusqu'à il y a quelques semaines, étaient signataires des accords de Paris, donc signataires d'une logique dans laquelle on envisagerait une évolution forte de l'économie, de la structure sociale des États-Unis pour essayer, comme dans tous les pays industrialisés, de limiter les gaz à effet de serre. Rappelons que les États-Unis sont de très loin, je dirais, l'un des premiers émetteurs. Alors vous avez quelques pays du Golfe qui les dépassent, mais qui en population sont évidemment beaucoup, beaucoup plus faibles. Les États-Unis sont de loin le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, donc je dirais le premier en cause dans la question du réchauffement climatique, qui explique la raison pour laquelle les États-Unis ont une responsabilité très importante de ce point de vue. Les perspectives d'investissement étaient absolument massives. On comprend peut-être, par rapport à ce que nous venons d'évoquer, une première explication cynique, pourrait-on dire, mais en tout cas très pratique, opérationnelle, pour laquelle Donald Trump aurait choisi de sortir des accords de Paris. Attention, pas des accords climat. Donc, ce qui veut dire quand même que on est dans une sortie qui est une sortie partielle et une sortie surtout qui pourrait malgré tout obliger à une vraie réflexion d'investissement dans le futur. Donc, nous avons effectivement, je dirais, ce premier déficit qui est un énorme souci, puisque dans l'état actuel des choses, les États-Unis ne parviennent pas à assumer leur niveau de dépenses publiques. Ce niveau de dépenses publiques, logiquement, devrait augmenter fortement et donc supposer une énorme augmentation de la dette, à moins, bien sûr, de parvenir à avoir une augmentation des rentrées fiscales qui ne peuvent être associées directement qu'à une augmentation de la croissance. Deuxième dimension du twin déficit, le deuxième déficit jumeau, c'est le déficit du commerce extérieur. Ce déficit
est chronique aux États-Unis et prend des proportions de plus en plus fortes. Il avait dépassé les 1 000 milliards de dollars juste après Covid. On est sur une estimation aujourd'hui, puisque je le répète, les statistiques américaines ne sont pas toujours d'une fiabilité totale, mais enfin, on va dire sans se tromper, qu'on est dans une logique à peu près d'un déficit de 1 100 milliards sur l'année 2024, c'est-à-dire d'une augmentation de plus en plus forte du déficit du commerce extérieur américain, avec un déficit d'ailleurs provenant, on va dire, de 4 importateurs aux États-Unis principaux. Donc le premier en volume, la Chine, 17% à peu près des importations américaines, et puis les 3 autres qui sont à peu près sur la même base, avec en tout premier l'Union européenne qui est à peu près à 14%, le Mexique à 13,7% et le Canada à 13,4%. Donc avec, je dirais, si vous voulez, ce tir groupé. Le suivant, ce serait le Japon qui est aux alentours de 4, 4,5, donc qui est beaucoup plus loin en termes de participation. On a après beaucoup d'exportateurs, je dirais, avec une contribution un peu moins forte. Bien sûr, si au lieu de parler de l'Union européenne, on reprend les différents pays qui composent l'Union européenne, on voit assez proche, on va dire, l'Allemagne qui est le premier contributeur européen, je dirais, au commerce extérieur américain. Donc ça, c'est évidemment une fragilité très importante, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis ne produisent pas ce dont leur population globalement a besoin, y compris leur industrie, y compris leur économie, et que par conséquent, les États-Unis doivent à tout prix importer des produits, alors de toute nature. Nous pouvons avoir des produits de haute technologie. Nous pensons par exemple à la question absolument majeure du point de vue stratégique que sont les puces qui vont permettre de développer l'intelligence artificielle générative. Je reviendrai sur ce point, sur la techno tout à l'heure, c'est un point très important. Aujourd'hui, la puissance dominante sur les évolutions technologiques autour de tout ce qui va être composante et l'Asie, et plus précisément Taïwan. Et donc, les États-Unis dépendent d'importations stratégiques, d'importations clés pour le développement de la création de valeur de demain. Mais aussi, dans ce déficit commercial, nous avons énormément de produits à bas coût qui vont permettre aux couches les plus fragiles de la population américaine de maintenir un pouvoir d'achat vital, pourrait-on dire. On va dire que si on devait caractériser l'importance de ces importations, il suffirait de rappeler la première entreprise en chiffre d'affaires du monde, qui il y a 20 ans était aussi la première entreprise en capitalisation. Ce temps-là est maintenant très très loin. C'est le géant de la distribution Walmart, que l'on connaît aux États-Unis, qu'on ne connaît pas pratiquement dans le reste du monde, puisque Walmart est vraiment très centré sur les États-Unis, donc plus de 600 milliards de chiffre d'affaires annuel, le plus gros employeur du monde. Walmart, en réalité, s'est développé depuis 40 ans sur la vente de produits de bas coût à la population américaine la plus déshéritée. On sait que les États-Unis, dans la logique de déclin que j'évoquais, que nous devons toujours avoir à l'esprit, sont confrontés à une montée des inégalités. Les inégalités sont une source évidemment de tensions sociales dans tout pays. Et donc, bien sûr, il est absolument capital pour que ces tensions ne deviennent pas exacerbées. Et on sait qu'aux États-Unis, il peut y avoir des explosions très violentes, notamment dans, je dirais, un certain nombre de villes américaines connues pour leurs tensions sociales associées à des quartiers très pauvres. Pour que la tension n'explose pas, il est indispensable que le pouvoir d'achat minimum soit assuré. Walmart est un rouage essentiel qui permet de proposer, notamment en termes, par exemple, d'habillement, en termes de nourriture, aux Américains les plus pauvres, des produits qui leur permettent, on va dire, de vivre à peu près décemment. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de ce déficit, on voit que c'est un déficit commercial qui n'est pas un déficit facile à réduire parce que immédiatement les conséquences peuvent être très importantes et sur la vie économique américaine et sur la vie sociale. Et cette tension sociale, elle est loin d'être éteinte avec l'élection de Donald Trump. On pourrait même dire qu'elle est totalement exacerbée aujourd'hui, tant nous avons vraiment deux Amériques. On va dire, on a plein d'endroits, deux Amériques, ce que je disais tout à l'heure, évidemment, une Amérique jeune, une Amérique vieille, beaucoup plus importante, une Amérique, je dirais, du centre des États-Unis, une Amérique des côtes,
et on sait toujours pour qui voyage un peu aux États-Unis que si vous êtes à New York ou à Los Angeles, vous ne connaissez pas l'Amérique profonde, très différente de celle que peuvent connaître les Occidentaux quand ils sont dans les cités emblématiques, que sont par exemple New York, Washington étant une cité avec beaucoup plus de tensions, je dirais notamment associées aux inégalités, ou Los Angeles, Hollywood et San Francisco, donc qui sont des cités évidemment très importantes dans le panorama américain, mais qui ne reflètent pas la population à l'intérieur de cet immense pays que sont les États-Unis d'Amérique, avec, rappelons-le, une population faible par rapport à l'immensité spatiale des États-Unis, donc conduisant à des densités très faibles de population dans beaucoup de grands États, comme l'Indiana par exemple, le Wyoming, etc. Donc là, évidemment, j'irais comprendre bien que la tension, elle est sous-jacente et elle est possible entre ces deux États-Unis. Et puis peut-être aussi un troisième fracture américaine entre l'Amérique de l'Est et l'Amérique de l'Ouest. L'Amérique de l'Ouest, c'est là où nous avons pratiquement toutes les grandes structures de la tech. Je vais revenir dans quelques instants, qui sont celles qui, en fait, créent aujourd'hui la croissance, la consommation, on va dire même le PIB américain, et accessoirement le dynamisme financier, et puis l'Amérique de l'Est, beaucoup plus ancien monde, l'Amérique pareil, on a parfois appelé Green Belt, c'est-à-dire de toute l'industrie ancienne, notamment de l'industrie automobile, sinistrée, je dirais, avec un certain nombre de problématiques de fin de modèle, qui étaient plutôt d'ailleurs l'Amérique à laquelle s'adressait Donald Trump. Donald Trump est plus un candidat traditionnel, on va dire, de la côte Est et du centre que de la Californie, même si le jour de son intronisation, de façon très différente d'il y a maintenant 4 ans, enfin un peu plus, 8 ans, de sa précédente intronisation, tous les patrons de la tech de l'Ouest étaient présents à Washington, ce qui n'était pas le cas il y a 8 ans. Et donc là, on voit bien évidemment peut-être une évolution des mentalités, et peut-être d'ailleurs aussi des convictions moins affirmées que ces patrons de la tech l'ont laissé penser parfois, disant qu'ils travaillaient d'abord pour le bien-être de l'humanité, et puis accessoirement pour les problématiques de profit ou de rentabilité de leurs entreprises. La présence d'un patron de Google à l'intronisation de Donald Trump il y a quelques jours était aussi bien sûr un signal envoyé au cas où certaines réflexions judiciaires étaient engagées pour casser les trusts de ces grandes entreprises américaines, ce qu'elles peuvent redouter. Elles le redoutent quand, par exemple, l'Europe prend un certain nombre de mesures, elles le redoutent encore plus quand ces types de mesures pourraient être prises à l'intérieur de leur propre territoire initial, que sont les États-Unis. Alors, lorsque maintenant nous sommes en train d'évoquer ce déficit commercial, on doit aborder ce qui a fait beaucoup les unes de la presse mondiale ces derniers jours, c'est-à-dire les mesures de tarifs douaniers mises en place par Donald Trump. Là, on voit bien que Donald Trump a cette idée d'enrayer le déclin et d'enrayer le déficit de manière radicale en disant, en fait, je vais empêcher les produits de rentrée par des mesures très fortes en termes de tarifs. Vous savez qu'en anglais, tarif veut dire tarif douanier, donc taxe douanière. Donc là, évidemment, par rapport à la situation que je viens de décrire, en fait, c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer, puisque ça signifie quoi? Ça signifie que de toute façon, les États-Unis n'ont pas la capacité de produire les quelques 1100 milliards qu'ils importent tous les ans, que si ils relocalisent un certain nombre de ces productions, ils n'ont pas la main-d'œuvre pour le faire. Et puis évidemment, cela signifie que le premier effet que va avoir la mise en place des barrières tarifaires va être d'abord d'augmenter les prix de façon forte pour les consommateurs notamment et pour les entreprises, donc soit relançant l'inflation, soit augmentant la pauvreté, soit, je dirais, lançant les deux situations en même temps. Donc, ce qui est évidemment quelque chose qui peut être très compliqué à gérer. Alors, bien sûr, ça signifie que ces mesures et ces décrets pris de façon très spectaculaire et très médiatique depuis quelques jours ne sont peut-être simplement que des manières d'entrer en négociation avec les pays
et notamment les pays les plus proches, puisque là, bien sûr, par rapport à il y a 8 ans, la stupeur et la pression mise sur le Mexique et sur le Canada, qui font partie de l'ALENA, normalement, traditionnellement, la zone de libre-échange, ou en tout cas de coopération entre les pays d'Amérique du Nord et le Mexique, pays d'Amérique centrale. Donc on se retrouve effectivement avec une situation très étonnante de tension, 25% de taxes, alors que seulement 10% sont imposés à la Chine, il y a 8 ans considéré comme étant véritablement non plus l'adversaire, mais véritablement l'ennemi des États-Unis. Là, on a l'impression, bien sûr, que, je dirais, la prévention à l'égard de la Chine continue, mais que néanmoins, la première cible, c'est le Mexique et le Canada. Donc là, que se passe-t-il hier? Eh bien, du fait d'un entretien avec la présidente mexicaine, Donald Trump décide d'ajourner pour un mois la mise en place des barrières douanières, se félicitant notamment du fait que 10 000 hommes de l'armée mexicaine et de la douane mexicaine ont été déployés à la frontière pour empêcher et le trafic des opiacés que j'évoquais tout à l'heure, et d'autre part, le passage des personnes qui souhaiteraient migrer de façon illégale vers les États-Unis. On sait que le mur, les barrières construites ne suffisent pas. Je dirais, l'histoire a montré que tous les murs possibles, tous les ravins possibles ne suffisent pas quand des populations pauvres ne voient que dans leur migration la solution pour que elles et leurs enfants puissent espérer une vie meilleure. Lorsque vous avez des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes qui sont dans une logique de course contre la faim ou contre la mort, les barrières et les barbelés sont évidemment des obstacles beaucoup trop fragiles pour empêcher des phénomènes de si grande ampleur. Donc nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans une situation d'attente vis-à-vis du Mexique, dans une situation de tension vis-à-vis du Canada. Le Canada pose en réalité beaucoup de questions sur le déclin américain, puisque le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis du Canada provient d'abord de l'importation massive de pétrole canadien et accessoirement de gaz. Le pétrole canadien est indispensable au fonctionnement des États-Unis, qui ne produisent pas suffisamment pour leur propre consommation, et donc taxer le pétrole, même si on le taxe de 10%, c'est en réalité là vraiment faire payer la politique américaine aux Américains eux-mêmes, puisque ça signifiera une augmentation des prix du pétrole, alors qu'il sera évidemment diffuse, puisque le Canada ne fournit pas la totalité, loin s'en faut, du pétrole consommé par les États-Unis, mais c'est une augmentation à la marge qui pourra être non négligeable. Donc évidemment, il y a un côté assez étrange à cette taxation de produits vitaux en réalité pour l'économie américaine. Si l'on exclut les hydrocarbures, en réalité, la balance commerciale entre les États-Unis et le Canada est une des rares balances commerciales, lorsqu'on les regarde entre les États-Unis et leurs différents partenaires, qui soit excédentaire. C'est-à-dire que la barrière mise en œuvre par les États-Unis, là pour le coup, avec la réaction immédiate du gouvernement démissionnaire du Canada, a été de dire, bien sûr, on met les mêmes barrières de l'autre côté, et là, pour être très pénalisante pour le commerce extérieur, déjà archi-déficitaire. On va dire qu'on se retrouve à se pénaliser doublement vis-à-vis du Canada. Les Canadiens sont un peu stupéfaits de ce qui se produit, même si ils sont aussi effrayés par les déclarations d'Elon Musk, ayant des propos presque injurieux vis-à-vis du Premier ministre démissionnaire du Canada, et disant que finalement, il n'avait plus aucune légitimité à parler, n'étant plus le gouverneur d'un État, c'est-à-dire laissant entendre que le Canada serait assez rapidement intégré aux États-Unis d'Amérique et deviendrait donc le 51e État. Ce qui est évidemment là aussi quelque chose de complètement extraordinaire et incroyable lorsqu'on regarde bien sûr la manière dont les deux pays existent depuis maintenant des siècles. Pas très nombreux siècles, mais des siècles quand même. On note au passage d'ailleurs que dans la stratégie vis-à-vis de la Chine, on peut avoir une stratégie géopolitique, la reprise en main du canal de Panama d'une façon ou d'une autre en fait partie, une stratégie moins agressive, les 10% seulement, pourrait-on dire, sur la Chine, sont aussi une ouverture à négocier. Il est absolument certain que l'influence de Elon Musk dans le nouveau pouvoir, au point que parfois j'utilise un terme un peu
rapide en disant on peut parler de Donald Musk ou d'Elon Trump à la tête des États-Unis, permet aujourd'hui de considérer que la tech va peser de tout son poids dans un certain nombre de mesures. Alors c'est là peut-être aussi qu'on peut évoquer cette importance de la tech. Nous avons, nous, bien sûr, à l'IFI, un séminaire spécial sur Bitcoin, cryptoactifs, blockchain, qui se rapporte à une des problématiques fortes que l'on voit apparaître avec la tech et l'importance de la tech dans le pouvoir américain actuellement. La tech est omniprésente. Musk est le véritable vice-président, au moins parfois que certains représentants du Parti démocrate parlent de coprésidence, avec beaucoup de mépris et en tout cas beaucoup d'effroi, puisque Musk semble quand même quelqu'un d'assez incontrôlable. Il est certain que les États-Unis ne peuvent pas se passer de la tech, qui à elle seule, les 7 merveilleuses, y compris Tesla, qui, entre parenthèses, est une entreprise avec un certain nombre de difficultés, mais le groupe de Musk, on va dire, va beaucoup mieux lorsqu'on intègre Starship et Starlink, et ses notamment unités satellitaires. Néanmoins, la tech, les 7 magnifiques de la tech représentent plus de 15 000 milliards de capitalisation, c'est-à-dire une part considérable de l'épargne américaine, multipliée par 210 depuis 2000, 2100% de progression, hein, c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Donc c'est un poids absolument fondamental dans la croissance américaine. Si il n'y a pas la tech, la croissance américaine est très comparable à la croissance de l'Europe pourtant en guerre, et on va dire se retrouve dans une situation où là la côte Est que l'on évoquait tout à l'heure démontre plutôt ses faiblesses que ses forces pour l'avenir. D'autre part, évidemment, la tech, c'est aussi, je dirais, l'avenir de la création de valeur avec l'intelligence artificielle générative qui s'est développée de façon foudroyante depuis 2 ans. De ce point de vue, il faut signaler ce qui s'est produit sur les marchés il y a exactement une semaine, c'est-à-dire l'apparition brutale d'un concurrent chinois qui va obliger évidemment là aussi à réfléchir aux manières dont on va parler avec la Chine. Je veux parler de DeepSeek, concurrent de ChatGPT, qui vient de faire irruption de façon très très forte sur l'IA générative et donc sur cette création de valeur nouvelle dans laquelle nous sommes, avec bien sûr une dimension très forte, c'est une dimension de coût beaucoup plus faible, donc d'utilisation beaucoup plus faible de l'énergie. En ce qui concerne les data centers. C'est-à-dire, les Chinois ont développé très très vite, avec des moyens, semble-t-il, pas si élevés que ça, une capacité à créer de l'intelligence artificielle générative à bas coût et pourtant extraordinairement performante, comme l'ont reconnu un certain nombre d'experts américains ou internationaux de l'IA générative au cours de la semaine passée. On a même eu on va dire ce mot rapide, mais disant de façon très intéressante le choc psychologique qu'a représenté DeepSeek la semaine dernière. DeepSeek, c'est l'instant Spoutnik de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire référence au lancement du satellite soviétique à la fin des années 50, qui avait été tout d'un coup le fait que les États-Unis se retrouvaient avec une concurrence féroce sur ce qui semblait être la technologie la plus élaborée de l'époque. C'est la même chose qui se passe avec DeepSeek. Lundi dernier, Nvidia, le spécialiste de la puce, qui était devenu la 2e, 3e ou première capitalisation mondiale, a perdu en une journée 585 milliards de dollars. C'est la plus grosse perte de toute l'histoire financière mondiale pour une entreprise. On va dire, c'est avec moins que ça qu'on a pu déclencher des cracks boursiers en 1929 ou en 2008. Donc nous sommes là avec une situation dans laquelle les fragilités, évidemment, doivent être bien comprises parce que cela signifie que techniquement, il va falloir, et j'en finis par là, techniquement, il va falloir surveiller avec beaucoup d'attention ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donald Trump était alerté par le risque inflationniste et donc les risques récessifs que pouvaient occasionner ces premiers décrets. Du coup, à Davos, il y a un peu plus de 10 jours, il a intimé l'ordre au patron de la Federal Reserve, Jay Powell, de baisser les taux d'intérêt. Mais la baisse des taux d'intérêt dans une situation objectivement inflationniste pourrait être catastrophique, puisque cela signifierait qu'on augmenterait la possibilité d'émettre des emprunts à bas taux, alors que nous aurions des poussées
inflationniste. Et donc là, lorsque vous injectez de la monnaie dans un univers qui est objectivement inflationniste, c'est vraiment mettre du pétrole sur un incendie. Hein. C'est-à-dire que vous allez décupler le risque inflationniste. On va dire que si on avait un exemple historique récent à démontrer de ce point de vue, c'est celui de la Turquie, où Recep Erdogan, un peu de la même façon d'ailleurs, avec peut-être un caractère assez similaire à celui de Donald Trump, a pensé que la politique peut imposer ses droits à l'économie et à la finance. Et en l'occurrence, en dépit d'une inflation galopante, Recep Erdogan non seulement n'avait pas voulu monter ses taux, mais n'avait même baissé. Résultat, il s'est retrouvé avec une inflation absolument incontrôlable et avec des conséquences extrêmement graves sur l'économie dans son ensemble. Et surtout, là où en fait, il voulait éviter au maximum les conséquences d'une hausse des taux, qui était sur l'investissement. Donc, Donald Trump peut très vite, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les besoins d'investissement américains, peut se trouver très très vite dans une quadrature du cercle. Alors, il essaie de la résoudre en attirant au maximum des entreprises étrangères créatrices de valeur qui pourraient non seulement rapporter des impôts, mais aussi baisser le niveau du déficit public américain. Donc, pour attirer les entreprises, 3 facteurs. Donc, évidemment, la baisse des impôts, mais qui doit être associé alors, puisque nous avons parlé de déficit public, à un démantèlement des services publics, mission assignée à Elon Musk, le libertarien, qui n'est pas du tout en phase avec les républicains traditionnels, comme d'ailleurs tous ses collègues de la tech. On va dire, on est même là dans en réalité un choc pratiquement un choc des mondes. Hein. On est vraiment avec 2 mondes radicalement différents. Donc baisse des impôts par ce biais-là, mais avec évidemment une limitation associée aux besoins d'investissement et de dépenses publiques. Baisse beaucoup plus forte, deuxième raison de la sortie des accords de Paris, de l'obligation réglementaire aux États-Unis. Contrairement à ce qu'on croit, les États-Unis ne sont pas un pays dans lequel la réglementation est faible. Hein. Vous avez une pression réglementaire très importante, et évidemment qui varie d'un État à l'autre, mais qui est loin d'être négligeable et qui, d'ailleurs, même dans un certain nombre de cas, a conduit beaucoup de chefs d'entreprise, voire même de grandes entreprises, à quitter le territoire américain en raison de cette réglementation excessive. Et puis, troisième avantage, mais là, répétons-le, par rapport aux mesures vis-à-vis du Canada, dont sincèrement je pense qu'elles vont assez vite devoir passer au second plan pour les raisons que j'invoque, l'avantage énergétique, un coût de l'énergie plus réduit, qui dans le temps qui vient pourrait être vraiment un avantage déterminant, peut-être le plus important de tous. Néanmoins, rappelons-le que ce retour d'entreprise sur le territoire américain pourrait alors occasionner un vrai choc en termes de besoin de main-d'œuvre, et ce choc, les États-Unis ne sont très clairement pas prêts à l'assumer. Alors, est-ce que ça signifierait aussi que Donald Trump, le pragmatique, devrait réouvrir largement les frontières pour permettre à nouveau aux migrants de rentrer massivement? C'est une interrogation qui se posera, mais on est d'accord qu'à ce moment, nous serons aussi avec des tensions très fortes au sein du Parti républicain entre l'ultra-droite qui soutient Donald Trump et les milieux d'affaires qui pourraient voir très très vite les limites d'une politique qui est intenable. Le Wall Street Journal a titré vendredi dernier, la guerre commerciale la plus stupide de l'histoire. Donc on est vraiment avec, je dirais, ces distorsions. Alors concrètement, ça veut dire que, en ce qui concerne, je dirais, l'ensemble des pays du monde, je pense à l'Afrique, je pense à l'Europe, conséquence d'abord en termes de climat des taux d'intérêt, qui va être un climat très agité dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, donc signifiant des possibilités de hausse brutale des taux parce que nous aurions des reprises inflationnistes, sachant évidemment que l'augmentation des taux aux États-Unis risque de très vite se répercuter sur l'ensemble de la finance mondiale, avec associé à cela une augmentation du dollar, qui peut être évidemment un problème absolument majeur pour les États-Unis, puisque si vous augmentez les taux et que le dollar augmente, on se retrouve avec une situation encore plus fragile pour le commerce extérieur américain. On se souvient que Ronald Reagan, excusez-moi, là c'est pour le coup un lapsus involontaire, Ronald Reagan avait imposé en 1985 les accords de Paris, c'est-à-dire la baisse drastique du dollar, parce que les Américains étaient déjà confrontés à l'époque à un déficit du commerce extérieur dont ils concevaient bien qu'à terme il était intenable et risque d'une fragilité énorme. Les accords de Paris, les accords
les accords du Plaza de 1985 ont été un désastre, par exemple, pour le Japon, et ont obligé, après la très grave crise de 1987, aux accords du Louvre de Paris, pour rééquilibrer un peu l'approche monétaire. On va être confronté à cette question, et donc avec beaucoup de difficultés du point de vue mondial sur le problème monétaire. Je pense aussi, bien sûr, là, de ce point de vue, à l'Afrique, et avec les problématiques associées aux réflexions qui peuvent être faites aujourd'hui, par exemple, dans les zones de francs CFA sur la redéfinition d'une monnaie nouvelle. On est dans un environnement monétaire qui risque d'être particulièrement défavorable à une réflexion de ce type. En revanche, en ce qui concerne les entreprises, on ne va pas vraiment en revanche, mais de surcroît pour les entreprises, ça voudra dire évidemment travailler énormément sur les questions de protection de change, sur tous les outils disponibles de ce point de vue, et là de le faire en accéléré parce que les coûts pourraient être absolument considérables. De la même façon, la question des échanges internationaux va être complètement bouleversée. La Chine, que l'on évoquait tout à l'heure, va avoir tendance à rechercher d'autres marchés, d'autres partenariats. L'Asie, dans son ensemble, va sans doute se poser des questions par rapport aux États-Unis en disant, même si nous sommes avec des avancées et des reculs, la publicité faite sur la politique de Trump aujourd'hui est telle que, on va dire, tous les grands sites de business mondiaux réfléchissent à une évolution. En ce qui concerne les pays du Golfe, même chose, avec bien sûr les questions autour de la guerre ou peut-être de l'arrêt de la guerre dans les deux grands foyers qui aujourd'hui ont une influence sur les échanges mondiaux, c'est-à-dire sur le cadre européen et sur le cadre proche-oriental. On voit que du point de vue du Proche-Orient, on est peut-être proche d'une solution ou en tout cas d'une réflexion à nouveau sur la manière d'envisager la croissance et bien sûr également sur l'Europe. Donc voilà un petit peu la manière dont on peut envisager les choses. Je crois qu'on le voit par rapport à ce que j'évoque à la fin, beaucoup de conséquences très directes sur le business, beaucoup de réflexions à avoir sur les outils en position, en situation, ou qui pourront se développer dans les semaines et les mois qui vont venir. Nous, à l'Institut de haute finance, on examine ça parce qu'on est toujours très en pointe sur les nouvelles technologies qui peuvent apparaître en matière financière. Je pense qu'on va avoir un déploiement de plus en plus fort de technologies financières, par exemple dans le domaine de l'énergie, par exemple dans le domaine de la tech, et qui vont probablement bouleverser très fortement les pratiques de toutes les entreprises, des plus grandes jusqu'aux plus petites. Voilà, pardon mon cher Jean, j'étais peut-être un tout petit peu plus long que prévu, parce que je crois effectivement que beaucoup de sujets peuvent être évoqués par rapport à cette situation, beaucoup de sujets entre parenthèses qui évidemment, une conférence de quelques minutes ne suffisent pas à approfondir complètement. Merci, cher Philippe. Effectivement, c'était passionnant comme d'habitude. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées. On va peut-être en prendre quelques-unes pour. Je vous laisse vous en faire l'écho. Oui, alors il y en a une sur la Chine. Il y a Boaz qui nous posait cette question, les mesures qu'est en train de prendre le président Trump contre la Chine. Est-ce que Donald Trump a-t-il mesuré toutes les incidences versus un partenaire aussi important, et qu'est-ce qui pourrait résulter d'un bras de fer entre ces deux géants, quoi, finalement? Sincèrement, donc les autorités chinoises et la Chine dans son ensemble ont accueilli d'un œil pas totalement défavorable l'arrivée, je reprends là pour le coup mon lapsus volontaire, de Donald Musk et d'Elon Trump. La tech a besoin de l'Asie en général et de la Chine en particulier. Tesla, en ce qui concerne Trump, en a absolument besoin. Et on voit bien que dans les premières mesures, bon, d'abord, ça a été l'annonce sur le Mexique et le Canada. Ensuite, plus tard, la Chine, et absolument pas dans les dimensions d'il y a 8 ans, avec une annonce de 10%, mais qui aujourd'hui n'est absolument pas renseignée. Donc je pense que Donald Trump sait que la relation avec la Chine est une relation qui va être une relation très tendue et qu'une grande partie des gens qui le soutiennent vont faire un lobbying féroce pour qu'on ne rentre pas en guerre ouverte avec la Chine. Je le répète, ce qui s'est produit la semaine dernière, incontestablement peut être mis en relation avec ce que je vous raconte, c'est-à-dire la montée en puissance de DeepSeek qui arrive la semaine dernière. Je vous demande évidemment, vous voyez, j'en ai pas parlé encore beaucoup. On fera une émission spéciale la semaine prochaine parce que vous savez que nous avons une semaine spéciale sur l'IA à Paris à l'initiative du président Macron. Mais je crois que ça n'est tout sauf le hasard si nous avons l'arrivée de DeepSeek
au moment où justement la politique de Trump se met en place. La Chine montre aussi ses muscles dans cette dimension absolument cruciale de la croissance et du PIB mondial dans les mois et les années qui vont venir. Et les États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont dépendantes d'un certain nombre de technologies asiatiques, y compris d'ailleurs donc chinoises par le biais de Taïwan. Donc il est probable que là, je dirais, tout n'est pas encore écrit en ce qui concerne la relation avec la Chine, sachant, je le répète encore, que de toute façon, les importations chinoises ne peuvent pas être stoppées du jour au lendemain pour les États-Unis. Je dirais presque que c'est une question de vie ou de mort pour le mode de fonctionnement des États-Unis. Donc, on est avec la Chine dans une confrontation dont on sent qu'elle n'aura pas la radicalité d'apparence qu'avait eu la confrontation avec la Chine il y a 8 ans, au début du mandat de Donald Trump, qui, entre parenthèses quand même d'ailleurs, avait été beaucoup moins radical quand on avait regardé les choses se mettre en place au fur et à mesure que le temps avait passé. Alors, on a noté également, il y a Liu qui nous pose cette question, un désir impérialiste de la part de Donald Trump aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff, effectivement, pour pouvoir mieux négocier certaines choses? C'est un axe possible, on va dire. Mais est-ce que ça ne peut pas donner, Aliou me pose la question, une idée un peu plus précise sur ce que pourrait faire la Chine, notamment sur Taïwan? Vous parliez, mon cher Philippe, très justement des puces électroniques tout à l'heure. Quel pourrait être donc le comportement de la Chine vis-à-vis de Taïwan et donc les incidences demain sur cette production? Donc, sur Taïwan, bon, la question est toujours posée. Xi Jinping veut être le président qui aura réunifié la Chine. Hein, et quand en Chine on dit réunifier, ça veut dire en fait récupérer Taïwan. Il a déjà de façon très radicale et très violente réintégré totalement Hong Kong et Macao dans une moindre mesure, enfin Macao étant beaucoup moins important, mais malgré tout, dans la sphère chinoise. Donc, la question est posée. La question est aussi toujours posée pour savoir si Trump est prêt à engager ses porte-avions en cas d'une crise majeure avec Taïwan. Il n'est pas évident que les Chinois soient dans cette logique similaire à celle de Poutine, dont on voit d'ailleurs qu'elle est extrêmement coûteuse, avec des conséquences extrêmement lourdes. Il n'est pas évident pour les Chinois qu'ils aient véritablement intérêt à rentrer dans une crise ouverte. En revanche, je pense que la question pourrait être plus intéressante et pour le coup intéresserait plus rapidement les Européens en ce qui concerne l'affaire du Groenland. On sait que de façon assez surprenante, parce que là pour le coup personne ne s'y attendait, Donald Trump a affirmé son intérêt pour le Groenland. Il y a un intérêt double, un intérêt en termes de sous-sol et de richesses minières au sein du Groenland qui sont extrêmement importantes. Drill, 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 hein, a dit Donald Trump en ce qui concerne le pétrole. Mais là, ça n'est pas uniquement le pétrole, ce sont des métaux rares et en particulier tout ce qui concerne les terres rares qui pourraient être très intéressantes au Groenland, avec un deuxième intérêt qui est le fait de tenir et de contrôler tout ce qui va être le trafic maritime par le pôle Nord au fur et à mesure du réchauffement climatique. Qui va être une zone très intense, qui d'ailleurs devient déjà une zone intense de trafic maritime, je dirais beaucoup plus intéressante que de passer soit par le canal de Suez, soit encore pire, de faire le tour par la pointe de l'Afrique. Donc là, la question du pôle Nord va être une question absolument cruciale d'un point de vue stratégique pour les prochaines années. Or, au Groenland, nous avons déjà une grosse présence chinoise. Et lorsque, je dirais, Trump manifeste sa volonté, je dirais, de se positionner vis-à-vis du Groenland, il envoie non seulement un message aux Danois et aux Européens, mais aussi un message aux Chinois. Et là, il peut y avoir une vraie confrontation qui permettrait aux Chinois, peut-être, par exemple, de s'appuyer sur les quelques dizaines de milliers de Groenlandais, on va dire, de population principalement inuits, qui peuplent cet immense territoire, et par exemple avoir déjà, je dirais, des approches pour essayer d'infiltrer ou de favoriser une approche beaucoup plus amicale du Groenland vis-à-vis de la Chine que vis-à-vis des États-Unis. On a une vraie question qui se pose de ce point de vue,
Et là, c'est quelque chose effectivement qui pourrait assez vite devenir un point de friction, non seulement entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi entre les États-Unis et la Chine. Et je le répète, la Chine étant, elle, très très intéressée, ou en tout cas préoccupée, par cette question des échanges par le biais de l'océan glacial arctique, reste arctique, mais qui risque d'être de moins en moins glacial. Donc je pense que, vous voyez, Taïwan, oui, mais regardons aussi le reste du monde, et je le répète, ce qui se passe sur le pôle Nord n'est pas négligeable et va intéresser en tout premier lieu la Chine. Alors, il y a Ibrahima, pour rester sur la Chine, qui nous pose la question, est-ce que la Chine peut utiliser sa position de premier créancier à l'égard des États-Unis pour faire reculer l'administration Trump sur la hausse des tarifs douaniers? Non, là-dessus, je crois que là, la Chine a depuis longtemps éprouvé sa force, mais aussi sa fragilité exactement symétrique. La détention d'actifs en dollars fait que l'épargne chinoise, en réalité, qui est un des facteurs en politique interne chinoise considérés comme les plus sensibles, le chinois est, en sens général, est extrêmement sensible à l'évolution de son épargne. Alors, il l'est d'autant plus que le système de retraite chinois ne permettra pas à la population vieillissante chinoise d'assumer ses besoins, c'est-à-dire que l'épargne va jouer un rôle absolument fondamental dans les années qui viennent en Chine. Et donc, la Chine a compris que ses avoirs en dollars sont en réalité en même temps une force, mais aussi une énorme faiblesse, puisque tout travail sur les créances dollars, c'est-à-dire par exemple une revente massive pour faire baisser le dollar, occasionnerait immédiatement une baisse exactement similaire de l'épargne chinoise, avec des conséquences lourdes que la population chinoise ne supporterait pas. N'oublions pas que la Chine, c'est un immense empire d'1,4 milliard de personnes, tenu par un tout petit parti communiste chinois, donc évidemment nombreux quand on le compare à nos populations, mais en fait très faible par rapport à ce 1,4 milliard, et que ce parti communiste sait bien que lorsque, par exemple, montrait une colère associée à des pertes de valeur de l'épargne, ce serait quelque chose qui serait extrêmement dangereux dans sa structure et dans son mode de fonctionnement. Donc non, la pression par la créance en Chine est une pression que probablement les Chinois ont envisagée à un moment et dont ils ont compris qu'elle était trop dangereuse en ce qui concerne leur propre politique intérieure. Alors, il y a une question sur l'Ukraine et la Russie qui revient, c'est Alaï qui nous la pose. Quelle est la position finalement, quelle sera la position de Donald Trump vis-à-vis de l'Ukraine? Il avait parlé d'un arrêt de la guerre en 24 heures, ça dure depuis un peu plus longtemps. Il a fait une annonce récemment d'ailleurs en disant qu'il était prêt à continuer à aider l'Ukraine moyennant une négociation sur les terres rares qu'il y aurait en Ukraine. Quelles sont-elles? Et voilà, à votre avis, que va-t-il se passer? Est-ce que Donald Trump souhaite reconstruire l'Ukraine et participer à cette reconstruction? Mais c'est assez ambigu parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine lui rapporte quand même de l'argent aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, le déclin américain. Le déclin américain signifie que l'Europe et alors évidemment a fortiori l'Ukraine ne sont absolument pas dans les priorités stratégiques américaines. Quand j'évoquais tout à l'heure côte est, côte ouest, la côte ouest domine les États-Unis parce que c'est la côte du Pacifique et que les États-Unis, pour le coup depuis longtemps, on va dire depuis quasiment la fin du premier mandat Obama, sont focalisés sur l'importance de l'Asie, aussi bien d'ailleurs comme puissance hostile que comme marché potentiel. Et donc, on évoque toujours le lien, ou plus exactement la confrontation entre les États-Unis et la Chine, mais il ne faut pas oublier la montée en puissance accélérée dans ces temps de croissance faible du point de vue mondial de l'Inde, partenaire traditionnel des pays anglophones, puisque c'est évidemment le premier pays anglophone du monde de très très loin, et c'est un pays également très très important dans tout le développement de la tech et dans tout le développement de tout ce qui est la data. Je rappelle que les États-Unis résument le monde qui vient en disant « Data is the new oil », c'est le nouveau pétrole en fait. Donc la priorité absolue des États-Unis, c'est l'Asie. Et ce le sera de plus en plus.
Et donc, la question de l'autre côté, c'est-à-dire de l'Atlantique, a été complètement délaissée. On a la problématique du Proche-Orient et d'Israël qui, à certains moments, permettent ou obligent les États-Unis à revenir. Tout le reste est considéré comme secondaire, Europe, Ukraine, Russie compris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconstruction de l'Ukraine ne sera qu'une affaire européenne. C'est une affaire européenne qui va se poser dès la fin de la guerre. Donc est-ce que la fin de la guerre va être précipitée par Donald Trump? Donc on a pu le penser un moment, on en est moins sûr parce que vous avez raison. Les États-Unis ont-ils réellement intérêt à ce que nous ayons un arrêt de la guerre sur ce côté du monde, en particulier dans une logique d'affaiblissement de l'ensemble européen et d'une certaine façon de conséquences négatives pour l'Asie? Donc ça, c'est effectivement une question posée. On peut penser quand même que la logique de Poutine pourrait être un peu différente vis-à-vis de Donald Trump et qu'il peut y avoir des deals avec Donald Trump qui permettraient d'aller vers, je dirais, une fin ou un arrêt de la guerre. Et là, on a pas mal de choses qui peuvent être utilisées par Donald Trump pour inciter la Russie à aller vers la fin de la guerre, qui, il faut bien en avoir conscience, est une impasse pour la Russie. C'est-à-dire la Russie, il faut le rappeler, en termes de PIB, c'est le 11e pays mondial, donc c'est très loin, je dirais c'est un peu plus gros que l'Espagne, quoi, on va dire, avec des dépenses militaires de plus de 109 milliards évaluées l'année dernière, probablement un peu plus fortes, mais ce qui est énorme en termes de pourcentage de PIB, avec une armée qui n'a pas du tout fait démonstration de sa force en Ukraine, voire même l'inverse, ce qui a occasionné beaucoup de limogeages de généraux, mais une vraie interrogation sur la manière dont la Russie va devoir envisager son avenir. Donc, pour la Russie, cette guerre va devoir s'arrêter aussi. Alors, c'est tout en ce moment le but des négociations, dont on sent qu'elles commencent à se mettre en place, mais qui signifie alors que, en ce qui concerne l'Europe, nous allons avoir un énorme chantier financier de reconstruction de l'Ukraine et probablement un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, une reprise de parole entre la Russie et le reste de l'Europe. De toute façon, reprise de parole qui sera souhaitée, qui sera même obligatoire pour tous les pays frontaliers de la Russie ou presque frontaliers, et je pense évidemment en premier lieu à l'Allemagne. Donc il y aura un vrai changement de ce point de vue et on peut penser que l'année 2025 va être une année clé sur ce plan, avec très probablement là aussi beaucoup de discussions que nous n'imaginons pas encore, ou plutôt dont je ne peux pas faire état dans cette présentation, mais dont je pourrais vous reparler dans quelques mois, peut-être en vous disant, vous vous souvenez, quand je vous avais dit que je ne pouvais pas parler, ben voilà, c'était ça. Et je pense vraiment à des choses très précises qui pourraient complètement bouleverser l'équilibre aussi du point de vue économique et financier, du point de vue européen. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est devant nous. Je pense que ce n'est pas Trump nécessairement qui pourra avoir l'influence déterminante qu'il avait annoncée, mais c'est néanmoins quelque chose qui, dans le contexte de Trump, et en particulier dans la manière dont Trump va envisager le rôle des États-Unis dans l'OTAN et dans les dépenses militaires de l'OTAN, pourrait accélérer les choses. Donc là, on a très clairement cette question qui va se poser, et le rassemblement de l'OTAN aujourd'hui, et enfin dans les heures passées, montre que on est là probablement aussi juste au bord une redéfinition complète de la manière dont les États-Unis vont s'impliquer dans l'Atlantique Nord. Je rappelle, autant NATO, c'est North Atlantic. Donc, je le répète, qui n'est plus la priorité, plus du tout la priorité américaine. Pendant toute l'après-guerre, la priorité américaine du NATO était d'abord d'assurer justement l'approvisionnement énergétique par le biais de tout ce qui était voie maritime sur l'Atlantique Nord. Donc nous n'en sommes plus là du tout, mais très loin s'en faut. L'intégration du Canada comme État américain étant évidemment l'idée que grâce aux réserves extraordinaires énergétiques du Canada, les États-Unis pourraient espérer quasiment être autonomes du point de vue énergétique. Et donc on est beaucoup plus dans la logique Pacifique-Canada que dans la logique Atlantique-Nord, ce qui aura donc beaucoup de conséquences en termes économiques, en termes financiers, sur l'Europe. Je répète, au sein de l'Institut de haute finance, nous avons beaucoup d'éléments sur lesquels on peut apporter des éclairages et des éclairages techniques précis à tous ceux qui seraient intéressés par la signification et l'anticipation de cette évolution.
Alors, juste une avant-dernière question. Il y a André et puis aussi Ludian qui posent une question sur justement l'Europe, notamment la faiblesse de l'économie allemande, l'endettement élevé de la France, la problématique européenne aujourd'hui, coincée un petit peu entre les États-Unis, la Chine de l'autre côté, le problème de la guerre en Ukraine, un affaiblissement. On ne voit pas l'Europe en ce moment en très bonne santé, il faut le dire clairement. Quel pourrait être le comportement des Européens vis-à-vis de la politique agressive de Donald Trump, des risques aussi avec la Chine de l'autre côté également. Comment on pourrait se comporter des pays comme la France, l'Allemagne, qui étaient des locomotives auparavant en Europe, qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a des pays comme l'Italie, l'Espagne, etc., qui commencent à prendre un certain relais. Comment voyez-vous donc, par rapport à la question qui est posée, le rôle de l'Europe dans tout ça et les risques attendus à court moyen terme pour les Européens? Dans la redéfinition géopolitique du monde telle qu'elle maintenant s'accélère, l'Europe va devoir complètement repenser sa stratégie. Ça fait aucun doute. La stratégie de défense qu'on vient d'évoquer à l'instant va être quelque chose d'absolument central. Et là, pour le coup, certes, la croissance espagnole est spectaculaire. Certes, l'Italie va un peu mieux, mais elle est néanmoins avec un déficit et un niveau de dette très, très élevé. Pour le moment, les deux seules locomotives possibles sont la France et l'Allemagne, toujours. Et ces deux locomotives, pour des raisons différentes, sont en panne. Et donc, bien sûr, le train européen n'avance plus. Donc ça, c'est clair que, je dirais, et dans la relance du train et dans la manière dont on se projette dans l'avenir, une vraie réflexion va devoir se mettre en place. Donc la réflexion, c'est d'abord autour de la question de la défense, et autour de la question de la défense, la problématique russe qui se posera et qui va se poser de plus en plus. Donc avec cette question toujours, comment gérer le lien avec la Russie dans la décennie qui vient. Donc ça, ce sera probablement le grand enjeu. Et peut-être avec justement cette réflexion globale que l'Europe dans son ensemble, et là pourrait-on dire presque de l'Atlantique à l'Oural, l'Europe de toute façon va devoir envisager de plus en plus une stratégie qui sera une stratégie autonome à tout point de vue, et donc une stratégie qui va devoir l'obliger à réfléchir à ses propres ressorts de croissance. Donc les ressorts de croissance, c'est évidemment l'avantage énorme que peut avoir l'Europe, et pour le coup la Russie joue toujours un rôle, c'est-à-dire d'avoir une frontière terrestre avec l'Asie. Et ça, c'est un énorme avantage sur les États-Unis. Le Pacifique est très grand et très compliqué. Donc le lien terrestre avec l'Asie, zone de croissance dans le temps qui vient, est important, mais aussi une vraie réflexion que doit mener l'Europe avec, on va dire, deux zones qui vont être des zones vraiment importantes pour le siècle qui vient. Et le siècle qui vient, il est juste dans cette décennie, donc ça va aller très très vite. Bon, d'abord le Proche-Orient, avec ses réserves financières, avec ses réserves pétrolières, mais aussi évidemment avec ses nécessités de relais de croissance nouvelles. Alors le Proche-Orient est très focalisé sur l'Asie, mais néanmoins, il serait intéressant pour le Proche-Orient d'avoir une logique, on va dire, d'aigle à deux têtes, pour reprendre l'emblème russe, c'est-à-dire une tête tournée vers l'Asie, une tête tournée vers l'Europe. C'est à l'Europe de jouer là de ce point de vue. Et puis surtout, deuxième élément très important, parce que dans le temps qui vient, la démographie va être absolument capitale pour la création de valeur, c'est le lien avec l'Afrique. L'Afrique est un continent qui est regardé, parfois exploité par tous. C'est un continent qui doit trouver lui aussi sa logique de développement autonome, mais qui doit lui aussi trouver ses logiques d'alliance. L'Europe a des proximités avec l'Afrique qui sont des proximités historiques, qui sont des proximités de population, et je dirais de liens en termes de population, proximité qui d'ailleurs évidemment ne s'est pas faite uniquement que sur des logiques pacifiques, c'est évidemment un traumatisme aussi qui est un traumatisme commun, mais cette proximité, elle va à mon sens devoir être incontestablement utilisée et envisagée des deux côtés comme étant la manière de se positionner dans le monde qui vient. Et donc je pense que nous sommes 2025 probablement dans une année clé du point de vue stratégique et du point de vue des repositionnements des uns et des autres. Je ne peux pas en dire plus, non pas que je ne pourrais pas développer davantage, mais d'abord parce que le temps s'écoule, et puis parce que effectivement nous sommes sur des facteurs sur lesquels assez vite
on est sur des notions qui sont assez confidentielles et sur lesquelles on ne peut pas s'étendre. Mais incontestablement, la réflexion, elle est en route aujourd'hui. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'éléments qui jouent, mais cette réflexion, elle est là. Et je crois que nous verrons de plus en plus. Alors, est-ce que cette Commission européenne telle qu'elle vient d'être définie est totalement adaptée à cela? Je ne sais pas. Mais de toute façon, même au-delà des personnes qui la composent aujourd'hui, ce sont les grands États et notamment ce qui va sortir des prochaines élections européennes. Je pense évidemment à l'Allemagne et je pense aussi à la France très vite. Ce sont des questions qui se poseront. Notons au passage que dans la recomposition du continent européen, à un moment donné, si la question russe se posera obligatoirement, de manière symétrique, la question britannique se reposera également. Merci Philippe. Une dernière question, c'est Jean-Bernard qui nous la pose, ça concerne le Bitcoin et il nous demande si, avec une inflation qui reviendrait plus forte aux États-Unis, une hausse du dollar également, une hausse des taux directeurs aux États-Unis, est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse du Bitcoin? Pas forcément parce que je rappelle que le Bitcoin et les cryptoactifs, mais le Bitcoin a été autorisé de façon officielle sur la bourse américaine en janvier 2024, c'est-à-dire bien avant l'élection de Donald Trump. Donc, la personne qui a été mise à la tête de Securities and Exchange Commission, donc la commission de régulation des marchés financiers américains, est une personne qui n'est pas du tout opposée aux cryptoactifs aujourd'hui, de la même façon d'ailleurs que la personne dans l'autre grande autorité de régulation sur les futures de la CFTC est également quelqu'un qui regarde avec beaucoup d'aménité le développement des cryptoactifs. La première raison pour laquelle les investisseurs américains sont intéressés par les cryptoactifs, c'est que cela leur permet de sortir d'expositions en monnaie dite fiat, pour reprendre le terme latin, c'est-à-dire en dollars et en euros, éventuellement en yens ou en francs suisses. Le franc suisse étant peut-être pas d'ailleurs celui qui est le plus redouté. Ce que craignent les investisseurs, c'est effectivement se retrouver avec des risques de fragilité de ces monnaies du fait d'une dette excessive émise dans ces monnaies. Donc, je dirais l'attrait pour les cryptoactifs, si en plus on était dans une logique de tension de plus en plus forte autour de la monnaie américaine, pourrait non pas se démentir, mais au contraire s'affirmer. Et je le répète, l'augmentation du Bitcoin ces derniers temps n'est pas reliée nécessairement à la baisse des taux. L'augmentation de la valeur du Bitcoin est plutôt liée à un attrait croissant d'investisseurs pour une sortie de l'exposition unique en dollars. Mais tout ça sont des éléments qu'on traite de façon assez longue et très précise dans nos certificats. Je crois que vraiment, beaucoup de gens, on le constate, sont vraiment en fait très ignorants de ce que signifie la tokenisation, les blockchains. Souvent d'ailleurs sont focalisés sur Bitcoin, qui est en réalité l'ancêtre des cryptoactifs. On présente dans notre séminaire notamment tout ce qui peut être associé à des cryptoactifs liés par exemple à Ether, la deuxième blockchain mondiale, et en particulier du fait par exemple des smart contracts, des data réels qui sont associés à ces types de cryptoactifs, et donc de valorisation réelle qui seraient des valorisations beaucoup plus rationnelles que simplement nos 21 millions de bitcoins, il n'y en aura pas un de plus qui sera émis, mais qui sont, répétons-le, je dirais un peu l'ancêtre frustre de ce que peuvent être le marché des cryptoactifs de demain. Eh bien, écoutez, merci, cher Philippe. C'était la dernière question. On ne va pas en prendre d'autres parce que le temps est déjà bien dépassé. En tout cas, la suite, comme vous l'avez dit, c'est sur les certificats proposés par l'Institut d'Haute Finance. C'est sur le Master Finance également que vous aurez encore d'autres réponses à vos questions. Là, je m'adresse à nos amis internautes. Sachez que nous faisons des formations à distance également, bien évidemment. Donc, que vous soyez basé un peu partout dans le monde, vous pouvez y assister. Nos certificats sont là également, Philippe vient de le rappeler, sur différentes thématiques qui pourraient vous intéresser. Et on reste bien sûr à votre disposition sur notre site web, notamment pour vous répondre et procéder à votre inscription tout simplement. Il y aura un replay, effectivement, donc vous recevrez pour tous nos inscrits sur cette conférence donc un replay dans votre boîte mail. Donc, dans quelques instants. En tout cas, Philippe, je voulais vraiment vous remercier de cette intervention
très intéressante, très importante, très attendue surtout par tous nos amis internautes, par tous les participants d'IFI, mais également les participants de l'IFG au sens large. Je pense sur le Global Executive MBA, sur des doctorats, etc., qui sont venus vous écouter. J'espère qu'ils seront nombreux également au prochain séminaire de l'Institut de haute finance. On est à votre disposition. Philippe, un grand merci pour votre disponibilité et puis pour les précisions que vous avez bien voulu apporter sur un monde qui bouge très très vite. C'est très exponentiel. Je crois que c'est à la vitesse de l'intelligence artificielle, tout simplement. Tout ça. L'intelligence humaine. Exponentiel. L'intelligence humaine aussi. Mais peut-être il faut le dire. Peut-être il faut le dire. Oui. Pardon, cher Jean. Hein, il faut peut-être le dire que, oui, étant donné cette actualité, quand vous êtes à l'Institut de haute finance, et on aura peut-être l'occasion de refaire même quelque chose de ce genre, on fait des points quand c'est nécessaire. Hein, et si il y a besoin, il y a des conférences, il y a des points techniques organisés pour que les gens qui sont chez nous puissent justement avoir en primeur les informations et la manière d'envisager leur réaction sur des grandes évolutions. Peut-être cette absolument, c'est basé sur l'anticipation. Il faut être proactif. Voilà. Absolument, c'est très important de le préciser. Absolument. Il y aura d'autres interventions de votre part sur la géopolitique au sens large et sur quelques points particuliers. On vient de les aborder avec l'élection de Donald Trump et de la politique américaine qui est en train de se dessiner. Un grand merci Philippe, un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont bien voulu aussi poser un grand nombre de questions. C'était passionnant. C'est enregistré, vous le recevrez sur votre boîte mail comme je l'ai dit tout à l'heure. Philippe, je vous dis à une prochaine fois sur un prochain IFG Live, voilà, sur une autre thématique. Et puis bien sûr, sur les certificats IFI, c'est là où vous avez toutes les réponses, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Un grand merci. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent appétit pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de déjeuner. Et je vous dis à bientôt sur un prochain IFG. Merci, cher Jean. Merci, au revoir. Au revoir.